Ah bah nous revoilà. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé, j'ai commencé le live Instagram mais sur mon compte perso et non pas sur celui de chef-d'œuvre. Je m'excuse. Nous sommes au mois de juin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo des coffrets du mois de juin. C'est les lives du direct qui nous ont emmené vers un petit peu d'erreur, mais très heureux de vous retrouver pour ce live Instagram des coffrets du mois de juin de chef-d'œuvre. Là, on est sur le bon compte cette fois-ci. Mille excuses à ceux que j'ai laissés en plan sur le compte sur mon compte personnel d'Instagram il y a quelques instants. Je vous retrouve ici pour parler évidemment des coffrets de chef-d'œuvre, des coffrets du mois de juin, des coups de cœur, de tout ce qui a évidemment stimulé notre sourcing, nos coups de cœur, surtout nos découvertes parfois. On va en parler un petit peu ensemble, mais je vais vous parler évidemment de tout ce qui va forger ces coffrets du mois de juin, puis un petit peu ceux de juillet et peut-être d'autres pour vous donner un petit peu envie. Vous allez voir aussi là pas mal de nouveautés et pas mal de belles choses. En tout cas, nous, on est très heureux de stimuler votre passion et surtout de vous offrir dans ces coffrets un peu expérience, un petit peu la moelle de ce que l'on aime évidemment. Déguster, sourcer, et puis même des fois un peu raconter, puisque c'est souvent l'histoire de femmes et d'hommes qui commencent, qui se lancent parfois, qui sont à leur premier millésime, à leur premier balbutiement de la viticulture et dans lesquels évidemment on aime être là un petit peu au départ. En tout cas, on va passer une petite heure ensemble. L'idée c'est bien entendu que l'on parle de la vie du club de chef-d'œuvre, des soirées qui sont à venir, des différents événements qu'on va vous proposer pour l'été. Et puis bien entendu des différents plaisirs que vous pourrez retrouver sur le site pendant évidemment toute cette période un petit peu estivale, sachant qu'elle est rythmée évidemment un peu comme ces coffrets en fonction de la saisonnalité, en fonction de ce qu'on aime également boire. Vous le verrez un petit peu, on l'écrit dans les coffrets souvent, mais vous allez voir que ces choix sont plutôt orientés sur la saisonnalité. Alors là, on a la chance d'avoir évidemment ce temps magnifique en ce moment qui nous accompagne, et l'idée c'est bien entendu que vous ayez les vins qui puissent un petit peu scier à ces moments, à ces instants dehors, d'apéro, de printemps et surtout bientôt d'été, puisque l'été arrive à grands pas. Alors voilà pour cette introduction. Un petit mot d'abord sur les coffrets, sur les soirées, avant de parler des coffrets du club de chef-d'œuvre. Les soirées qui auront lieu, donc une soirée membre à Lille, vendredi 1er juillet, je reviens sur cette information importante, vous avez peut-être vu passer un post. On fera une belle soirée, on a prévu pour une quarantaine de personnes, ça sera très sympathique, dans un très bel endroit. On va communiquer évidemment cette soirée. Pour ceux qui ne connaissent pas, créez-vous un compte chef-d'œuvre, allez-y. La soirée sera bien sûr proposée à toutes les personnes qui sont inscrites sur chef-d'œuvre. On pourra également vous retrouver peut-être, je l'espère, pour 2 masterclass 20 de légende qui auront lieu au mois de juillet. Là encore, on va vous communiquer les dates et vous aurez l'occasion de venir. Là, on va enchaîner évidemment les grands flacons, les vues millésimes, plein de grandes choses, des domaines qu'évidemment il est difficile de sourcer, pour lesquels il est intéressant également de partager ces flacons avec un maximum de personnes. Donc là, attendez-vous à des vins de légende, à des vues millésimes. On va sortir pas mal de choses de la cave de chef-d'œuvre, mais aussi de ma cave personnelle. Et là, ça vaudra le coup d'être présent. Et puis bien sûr, pour ceux qui auront envie de nous suivre également un peu plus dans l'été, sachez qu'on prépare pour la fin de l'été un nouvel événement, un nouveau format en tout cas de dégustation ici chez chef-d'œuvre, où là vous aurez, vous serez stimulé pour venir goûter non pas 5 ou 10 vins comme c'est des fois dans les soirées ou dans les masterclass, mais beaucoup plus. L'idée c'est d'avoir vraiment un vrai parcours de dégustation, entre 40 et 50 vins à déguster en petite quantité, vraiment pour savoir ce qui vous fait vibrer, connaître un peu votre ADN logique, aller beaucoup plus loin et creuser, essayer de comprendre, goûter beaucoup de choses que vous ne pouvez pas goûter dans d'autres moyens. Et donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place chez chef-d'œuvre, quelque chose de très expérientiel, de très lab, où vous allez pouvoir un petit peu aller jusqu'au bout dans un format relativement intense de ce qui vous fait vibrer, et sélectionner évidemment des domaines. Alors il y a différentes catégories, il y aura différents types de prix, il y aura différents styles de plaisir, mais sachez que ça se passera sur 2 jours et ça sera juste avant la rentrée scolaire, donc vous aurez l'occasion de peut-être terminer comme ça vos vacances et de recommencer évidemment des semaines avec cette perspective de nouveauté. On espère en tout cas que ce format vous plaira. Ça sera en attendant évidemment la belle soirée des 10 ans de chef-d'œuvre qui normalement aura lieu vers le mois de septembre. Voilà. Alors voilà pour l'introduction de ces événements de chef-d'œuvre. On va parler un petit peu des coffrets maintenant. L'idée c'est que vous sachiez un petit peu ce qui va ponctuer ce mois de juin. Ici, on va parler de 2 jolis blancs et puis également d'un joli rouge pour ce coffret en route vers les étoiles. On va parler d'abord de ce premier coffret, je vous décrirai un petit peu les autres après. Il y a des vins qu'on a déjà présentés dans des lives Instagram un petit peu précédemment, donc je ne reviendrai pas totalement sur l'histoire, les appellations, etc. de ces domaines-là. Mais là, on va reparler un petit peu de ces coups de cœur, mais surtout de ce coffret en route vers les étoiles qui est, pour la majorité d'entre vous, le coffret majeur de cette offre des coffrets de chef-d'œuvre. Et donc, 3 instants de consommation, ici 2 blancs, 1 rouge. Il y aura aussi 2 blancs, 1 rouge cet été, mais après on reviendra sur 2 rouges, 1 blanc, donc les rouges lovers,
Je vous rappelle qu'on a un petit coffret absolument rouge, c'est vraiment que ça, mais c'est un vrai équilibre. Il n'y a pas plus de blanc que de rouge, que de rosé, de choses. Dans le coffret chef-d'œuvre, c'est très mathématique. Donc là, on met les blancs bien sûr en exergue parce qu'ils citent beaucoup mieux la saisonnalité, parce qu'ils accompagnent beaucoup mieux également le genre de cuisine que l'on peut trouver. Et là, donc, on a 2 blancs, un rouge, mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, je préfère le préciser pour ceux qui découvrent en tout cas ces coffrets. Alors 2 instants de consommation intéressants à suivre en blanc. D'abord un énorme coup de cœur, bien sûr qu'il a au rythme de la conjugaison sensorielle, exotique, très parfumée, très agrumée des cépages du sud-ouest. Très intéressant, une magnifique découverte. Tout a été bien sûr dégusté à l'aveugle et là je voulais évidemment vous parler de Simon Cap-Martin qui opère évidemment sur Pachinck du Vic-Bilh et sur Madiran. D'ailleurs sachez qu'il y a une série très intéressante, un jeune talent qui va à mon avis faire pas mal de belles choses dans l'appellation, parce que nous quand on a dégusté cette cuvée agrumes etc. la première fois, franchement, on a flashé, on a pensé d'abord au spectre aromatique de Grand Jurançon, et puis on a aimé évidemment le dynamisme, la fraîcheur, on va en parler un petit peu, mais on a surtout adoré ce coup de cœur. On va parler également un petit peu de Provence, domaine Gavotti, c'est pas une découverte évidemment, mais Clarendon 2019, et peut-être une des réponses à est-ce que 2019 est en France le millésime de la décennie, le millésime parfait dans la majorité des appellations. Ça on en a déjà un petit peu parlé dans les lives précédents. Vous allez voir que ça, c'est quand même assez incroyable de faire passer une structure sudiste comme ça, avec autant d'équilibre, autant de finesse. Je pense que le millésime est complètement béni des dieux. Et avec 2016 et 2014 pour les blancs, c'est un millésime qui rentrera évidemment dans le trio de ce qu'on aura goûté de plus grand peut-être dans cette décennie, avec ici un potentiel de minéralisation et d'évolution remarquable. Et puis on parlera évidemment de ce domaine de la 2016. Donc domaine de la, évidemment, tout le monde connaît Stéphane de Renoncourt, tout le monde connaît cette magnifique propriété des Côtes de Castillon. Mais là, franchement, le millésime 2016, on est passé à des étages complètement fous et on voulait pas rater ça, on voulait absolument vous présenter ça. On l'avait déjà mis dans un coffret en 2012, en 2014, mais là quand vous avez 2016 en face, avec cette nature particulièrement forte et ces équilibres si singuliers, on voulait évidemment vous parler de tout ça. Salut Caroline. Alors, ce premier blanc de Simon Cap-Martin ici, c'est vraiment un vrai flash, un vrai coup de cœur, mais c'est surtout aussi très important de souligner un rapport prix-plaisir assez indécent. Ça vaut 13 € pour des domaines qui sont évidemment en viticulture très engagés, bio. Ça fait partie de ces révélations où en fait on s'aperçoit que dans ces temps d'inflation où certaines régions nous quittent un petit peu d'un point de vue tarifaire, où il devient quasiment assez difficile de suivre quand on aime boire du vin régulièrement et quand on est passionné de vin. Mais je suis quand même très heureux de pouvoir être évidemment le moteur et surtout le projecteur sur ces régions comme le Sud-Ouest, la Loire, la Corse parfois, le Languedoc-Roussillon et d'autres qui arrivent quand même en dessous de 15 € comme ça à nous régaler et à proposer encore des vins avec beaucoup d'expression sans tomber dans la dimension évidemment un petit peu trop commerciale des produits. Ça c'est vraiment intéressant de voir comment finalement cette propriété de Pachinck est en train de l'écrire. Pour la petite anecdote, donc le domaine a été évidemment repris début des années 2010 par Simon qui a comme ça opère un petit peu comme ça sur le domaine viticole et qui est en train d'écrire sa propre histoire. Ici la cuvée agrumée etc. est un vrai choc sensoriel, un vrai choc gustatif, vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais c'est surtout aussi, et là je vous ramène évidemment à l'histoire qu'on a raconté un petit peu sur le site de Chef d'œuvre. Vous allez pouvoir un petit peu vous plonger dans l'histoire, le storytelling du domaine, sur la transformation entre guillemets que connaît un petit peu cette propriété, et je voulais souligner évidemment cette réussite, ce millésime 2020 qui est mûr, qui est frais, qui a des instances évidemment magnifiques. Alors c'est du Gros Mansin et du Courbu, hein, c'est un assemblage qu'on connaît peut-être un petit peu quand on est à Jurançon, avec plus de petits Mansins des fois dans l'assemblage, mais ça fait partie de ces cépages évidemment du sud-ouest qui gardent du rythme, de la salivation, de l'acidité, tout en ayant une composition assez tactile, assez intéressante, assez mûre. Et donc là, ce 2020, ça naît sur un équilibre très alcool, avec un petit peu de gras, un glycérol bien intégré, et surtout vous allez voir beaucoup de parfums, beaucoup de rayonnement en tout cas de ces cépages du sud-ouest dans le verre. Donc très intéressant à connaître, rapport prix-plaisir de dingue, et surtout vous allez voir avec un rythme en bouche fabuleux. Je me suis amusé moi à le boire à 8 degrés, à 10 degrés, à 12 degrés, à 14 degrés pour voir un petit peu comment le vin se comporte, et sincèrement ça marche du feu de Dieu. Il garde ce peps, cette énergie. Ça me ramène d'ailleurs à certains Jurançon secs qu'on a présentés dans Chef d'œuvre, comme ceux de Franck Liour par exemple, qui nous avait régalé un petit peu dans cette même gamme de prix, avec cette même esprit en tout cas autour des blancs du sud-ouest. Alors, la promesse dans le verre de cette bouteille, vous allez voir, c'est
le Grand Mansin fait pas forcément les mêmes concentrations aromatiques et les mêmes notes de tilleul, d'agrumes, des choses comme ça que le Petit Mansin qui a une densité différente. Mais il y a une forme de buvabilité qui est supérieure aussi, il monte moins dans les degrés, donc ça c'est intéressant. Et j'aime bien cette lecture en tout cas qui nous amène à la fois, on marche dans un petit côté fruits de verger sur le nef, le petit côté pomme cuite, le côté un petit peu agrumes, cédra râpé, ce côté pommelos, on a son sentiment un petit peu au nez de fine amertume qui est suggéré, tout en gardant également des codes un petit peu tropicaux avec ce caractère on va dire de mangue verte, de petites choses, de caramboles, de notes comme ça qui sont assez excitantes pour les sens. Et donc dans cette bouteille, d'abord j'avais le sentiment que c'était assez mûr, mais à la fois contrasté de sensations de fraîcheur et avec une sincérité aromatique assez forte. Ça j'aime bien parce que c'est pas techno-fermentaire, ça c'est pas juste piolé, c'est pas voilà, on est vraiment sur une forme de sincérité aromatique et une forme de précision que j'aime beaucoup et que je retrouve d'ailleurs dans certains grands jurançons secs chez des grands faiseurs. Je citais Jean-Marc Brussel dans les gemmes j'achète de chef-d'œuvre, mais je pense que sur certains millésimes de Jurançon, on n'était pas très loin de ça chez Jean-Marc, en tout cas sur la cuvée par d'avant, pour ceux qui connaissent évidemment cette propriété. Alors, intéressant cette première lecture aromatique de la cuvée agrumes, etc. Puisque, vous voyez, elle n'a pas juste le fil, elle n'est pas juste sur la réduction, elle a une forme d'ouverture, c'est peu soufré, il n'y a pas de, c'est pas complètement bloqué, c'est un vin qui s'exprime assez bien, malgré évidemment l'évidente jeunesse de ce vin, et ça j'ai adoré. Alors pour ceux qui ont reçu cette bouteille, vous allez voir, ce qui est vraiment intéressant dans cette bouteille, c'est son contraste. Elle a un peu de gras sec, elle a un peu de richesse, elle a un peu d'étoffe, on sent que c'est mûr et un petit peu enveloppant, tout en ayant évidemment ce rythme, cette salivation, là, les papilles sur les côtés, ça y va à fond, la fine amertume sur le creux de la langue. On passe évidemment par tout ce spectre aromatique qui est un peu tropical, qui va se greffer comme ça à une fine amertume, à ce contraste doux-amer qui est assez intéressant. Le vin reste sec évidemment, c'est un vin parfaitement sec, mais on a cette densité de bouche et à la fois ce contraste acidulé, amertume qui est vraiment très intéressant. Et pour ça j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui évidemment mérite, moi je pense, encore un beau carafage, encore un peu plus de respiration, peut-être même un peu de vieillissement, parce que j'aime bien voir évidemment vieillir ce genre de contraste. J'aime bien quand ces vins se posent un petit peu. Je sais que on n'a pas souvent ce réflexe, mais ceux qui font vieillir quelques Jurançons secs, des fois on a des magnifiques surprises avec des envolées aromatiques très très belles. Hein. Quand on boit des 2014, des 2015 aujourd'hui de Jurançon sur les secs, on a de la magie dans les verres et franchement, j'invite évidemment tous les passionnés à être évidemment concentrés sur ce genre de bouteille qui, voilà, à 13 € peut tenir évidemment sa promesse dans une dimension assez estivale comme ça avec ce rythme et cette fraîcheur, mais également sur quelques années avec une dimension gastronomique qui est très intéressante, qui à mon sens est un petit peu sur la même veine que celle des grands Vouvray secs ou des grands Montlouis secs, voilà, qui ont évidemment ces contrastes assez similaires. J'aime bien comparer d'ailleurs le Chenin et ces cépages du sud-ouest parce qu'ils ont d'une certaine manière un petit peu la même construction, même si voilà, des millésimes, les derniers millésimes dans la Loire étant de plus en plus chauds, on a perdu un petit peu les codes minéraux. Voilà. Donc on est plus sur des reliefs qui sont un peu similaires à ce qu'on a ici dans le verre, avec la Loire, sur la lecture des grands Chenins secs du moment. J'aime bien les comparer évidemment à l'évolution. Alors, deuxième petit message autour de cette bouteille, elle a d'abord une forme de spontanéité, elle a une forme de fraîcheur, mais elle est aussi très intéressante à amener en gastronomie, puisque quand on a ces sensations bien sapides, comme ça, bien salivantes, ça tire beaucoup la salive, que vous le preniez à 8 degrés, que vous travaillez un petit peu, vous savez, là, j'aime bien moi travailler les entrées un peu fraîches. Là, on a fait burrata, tomate, et pêche comme ça, avec juste un filet d'olive, fleur de sel. On a servi comme ça un joli Jurançon dessus. C'était magnifique parce que, vous savez, la tomate c'est un peu difficile pour la majorité des blancs. Mais quand on lui apporte un petit peu de sucrosité avec la pêche comme ça, la bonne huile d'olive, un petit peu de liant, on peut rajouter un petit peu des herbes fraîches, des choses comme ça. Ça peut être vraiment très intéressant et très intriguant. Moi j'aime aussi travailler évidemment la mangue verte, les crustacés. Je vous invite à creuser un petit peu tout ce qui est autour des Jurançons secs, ce qui marche bien, comme le saumon, le cœur de saumon gravlax, des choses comme ça, avec un dressing un petit peu, un assaisonnement un petit peu sur l'agrume confit, le kumquat, des choses comme ça fonctionne du feu de Dieu, et ça fait des vrais tremplins aromatiques très intéressants pour évidemment ce genre de contraste doux amer avec ce genre de vin. Et puis bien sûr, si vous êtes
fan de conjugaison aromatique avec les fromages, vous pouvez travailler vraiment les fromages quand ils sont un petit peu frais. Moi j'aime beaucoup travailler les fromages frais, aller chercher l'agrume, peut-être faire des chips de pomelos, des choses comme ça qui marchent très bien avec. La pomme, ça fonctionnera également très bien. Donc vous voyez, c'est un univers en fait qui est à la fois dans la légèreté, dans la fraîcheur et à la fois aussi dans la naturalité des fruits et des produits qui peuvent être très intéressants à contraster avec ce genre de vin. Alors évidemment, là vous avez la lecture V1 de cette bouteille de page 5. Moi je vous invite à en garder quelques bouteilles. À mon avis, ça devrait un petit peu, à l'instar de certains Vouvray, tirer, quand ça va se minéraliser un petit peu, quand ça va tirer un petit peu sur la cire d'abeille, le côté un peu truffé qui peut venir également dans ce genre de composition de maturité, d'acidité, et bien là vous pourrez également composer avec d'autres choses. Il y a peut-être des mariages très intéressants sur quand les Saint-Jacques reviendront peut-être au mois d'octobre ou autre, quand les bouteilles aura un petit peu gardé un peu plus de bouteilles encore. Je vous invite à aller chercher évidemment des préparations crues, des ceviche, des choses comme ça. Ça sera aussi très intéressant et très chouette à marier avec ce genre de bouteilles. Voilà pour la petite anecdote et pour les viands plaisirs proposés par ce page 5 magnifique. Super découverte que Mathieu est allé chercher d'ailleurs à Biodivin dans le sud. Super, super, super. Vrai coup de cœur. Ensuite, deuxième plaisir de cette dégustation. Alors, évidemment, vous emmenez en Provence quand il est l'heure quasiment de sortir les maillots de bain et de préparer la valise. C'est presque un clin d'œil. Tout le monde pense bien sûr à la Provence pour son arrière-pays, ses caractères très singuliers, ses bruits, ses odeurs, son arrière-pays magnifique où bien sûr rayonnent les Côtes de Provence, qui est une grande appellation. Hein. J'aimerais simplement dire que l'appellation Côtes de Provence, c'est 3 départements, c'est énorme, il y a tout et n'importe quoi. Il faut avoir évidemment un œil posé sur ce qu'il y a de meilleur, mais surtout prendre le temps d'observer un petit peu qui sont les meilleurs faiseurs en blanc, le Vermentino étant évidemment la pierre angulaire de ces grands blancs du sud, avec évidemment des fois aussi après d'autres cépages. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir aujourd'hui ce que 2019 nous a proposé dans le verre, puisque je pense que 2019, si on fait la synthèse de nos 25 dernières années, je dirais même, si je remontais à 1990, je pense qu'on n'a pas connu un millésime avec une telle homogénéité entre toutes les régions. Sincèrement, la Champagne, l'Alsace, la concentration dans les vins est magnifique, les grands Jura, les grands Bourgognes, la Loire, les Chenins de Loire 2019, c'est à pleurer. Je suis peut-être un peu moins d'accord sur les Sauvignons de 2019 parce que je les trouve un petit peu riches dans certains millésimes, chez certains domaines, mais sinon, franchement, 2019 est une année bénie des dieux. On regarde la vallée du Rhône, ce qui s'est passé, même si c'est mûr, c'est quand même relativement dense et beau. J'adore le sud de la France, j'adore tous les paysages évidemment de Corse, où les Vermentino sont sublimes, les Schiacarelles sont incroyables. Bref, Bordeaux a fait des très grands vins de longévité. Et si c'était bon, oui, à Bordeaux dans les années 90, c'était en fait c'était un millésime qui était un peu comme ça, 90. Hein, si vous faites la synthèse, on a fait des grands vins, on a fait pas mal de vins et on a fait des grands vins. Donc c'est des millésimes comme ça qui rentreront dans l'histoire au panthéon des grands millésimes de l'Hexagone clairement, et dans lequel évidemment il va falloir aller dans toutes les régions. Moi je vous invite vraiment à mettre des 2019 en cave, que ce soit un Vermentino Corse, que ce soit un Bellay, que ce soit ici, ça faudra mettre en cave parce que ceux qui connaissent évidemment la cuvée Clarenton de Gavodi savent que ça vieillit très bien. Moi j'ai bu des verticales absolument fascinantes de cette cuvée, dans lesquelles les vins à 10-15 ans donnent le tournis, tellement c'est complexe, tellement c'est frais, tellement c'est sur l'infusion, le miel, le tilleul, les notes des fois de truffe, etc. C'est absolument dingue. Et ça rend dingue, un peu comme certains vieux Simone, un peu comme certains vieux Bellay du Clos Saint-Vincent. Enfin, tous ces vieux blancs de Provence là qui nous font un petit peu triper de temps en temps quand on les sert à l'aveugle. Eh bien, comme les vieux Mina Vineyards par exemple, eh bien ça c'est le genre de vin qu'il faut évidemment avoir en cave, au rayon vraiment secret de sommelier. C'est pas la bouteille qui impressionnera vos amis quand vous la servirez à maturité ou dans le temps, parce que ça reste évidemment l'étiquette qu'on connaît et autres. Mais quand on plonge vraiment dans les millésimes et quand on voit un petit peu comment ça vieillit, moi je voulais absolument présenter cette bouteille sur chef-d'œuvre. On a eu la chance de le faire parce que le millésime est grandiose et parce qu'il y avait évidemment les volumes en face suffisants pour qu'on puisse évidemment vous faire découvrir cette bouteille dans vos coffrets. En tout cas, je vais vous en parler un petit peu. On va parler un petit peu évidemment de la famille et puis de cette propriété qui est, bon voilà, hein, est sous le même nom depuis plus de 200 ans, mais qui est historique, vraiment un très très vieux terroir de Provence et sur lequel évidemment aujourd'hui les traits sont en train de s'affiner avec un alignement ici des planètes totales sur cette vendange 2019. Alors,
la famille Gavotti exploite évidemment cette propriété depuis le début du 19e siècle, 1806 pour être précis. Et donc c'est un passage de relais des générations qui se sont succédées, dans lesquelles évidemment on a cultivé ce savoir-faire assez particulier. Et donc c'est Roselyne Gavotti qui depuis 2001 opère un petit peu sur la propriété et qui nous fait un petit peu vibrer au contact de ces derniers millésimes. Alors c'est une cuvée qui vous allez pouvoir, vous allez voir, ce qui est intéressant, hein, je suis désolé pour les reflets, il y a le soleil qui arrive là, et c'est pas très sympathique d'un point de vue visuel pour vous, mais en tout cas, ce que j'ai aimé dans cette cuvée de pur rôle, hein, parce que c'est vraiment du pur rôle ici, c'est la manière dont en fait on fait passer 14 degrés de structure dans des esters alcooliques très fins avec un glycérol qui n'est pas du tout dominant et qui n'est pas du tout saturant pour les papilles. Et ça, je trouve que c'est difficile à voir. On a eu 2018 avant qui était un millésime froid, mais avec beaucoup moins de concentration et de structure, beaucoup moins de concentration. Quand on dit concentration, c'est pas juste la richesse alcool, c'est aussi la concentration d'extrait sec, c'est le ressenti de la salinité, c'est la manière dont l'acidité joue avec cette concentration, et donc la manière dont finalement le vin va se juxtaposer dans ces différents éléments. Et donc dans cette promesse de ce grand millésime de Rolle, vous allez pouvoir avoir ce vin relativement athlétique, puissant en saveur, mais pas puissant en glycérol. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué, moi, dans cette bouteille de Clarendon 2019. Alors, au domaine, on ne cultive pas la culture des élevages. C'est un vin qui se fait, entre guillemets, un peu seul, cette cuvée. On n'a pas d'exploit de cave, on n'a pas d'esthétique apportée par des choix d'élevage, des choix de cave très particuliers. C'est ce que j'aime un petit peu également dans cette cuvée, c'est on va dire sa quasi-naturalité intrinsèque. Et dans cette bouteille que vous allez pouvoir évidemment découvrir, on a juste des beaux raisins dorés, un pressirage, pas de macération, et puis surtout une fermentation en cuve. Ça ne fait que de la cuve. Il n'y a strictement rien d'autre que ça. L'élevage est pas du tout marqué, il n'y a rien du tout. On est juste sur la nature du produit, basta. Alors dans le verre, vous allez voir que c'est intéressant parce que ça nous amène sur des lectures du Vermentino relativement translucides, très fraîches, mais sans technologie fermentaire là encore. Donc c'est vraiment chouette. Ce que j'aime dans le relief des 2019, c'est qu'ils vont vous plonger un petit peu dans ce côté un peu main de Bouddha, menthol, ce caractère agrume, pomelos qui a été fraîchement râpé, mais dans lequel on va mettre également une dimension chlorophyllienne, un peu même fenouil. On a ce caractère évidemment anisé qui est presque dans le fond du verre et qui habite un petit peu le fond du verre. Ce que j'aime aussi dans le relief ici, c'est que derrière la promesse de ce duo combo menthol et on va dire cédra agrume, c'est qu'on a une résonance qui emprunte carrément limite au terroir qu'on pourrait retrouver, allez, on va dire, sur certaines lectures sancerroises, sur certains secteurs de Sauvignon un peu mûrs, je sais pas, sur des calcaires de buée par exemple, des choses comme ça, où on sent en fait qu'il n'y a pas juste la dimension variétale qui est là. On a quelque chose qui habite un petit peu plus le vin, comme si finalement, au-delà de la promesse, c'est ça qu'on déguste hein, pour ceux qui nous rejoignent, Clarendon 2019 de Gavotti, grande bouteille d'expression à mon avis du rôle, en paysage provençal, avec voilà, beaucoup de parfum et surtout beaucoup de sincérité. Ensuite, on voit qu'il y a une vraie maîtrise des lits. C'est-à-dire que si vous plongez un petit peu dans les grands blancs qui ne connaissent pas d'élevage, on le sait dans le Muscadet, on le sait dans pas mal d'autres régions, la qualité des lits, la qualité de l'univers fermentaire va anoblir évidemment le fond du verre. Et ça, j'aime bien cette promesse-là, puisque dans le fond du verre, on a aussi un fin couvert de lie fine, un caractère encore un tout petit peu prime sautier, fermentaire encore d'un grand blanc qui est en devenir, mais qui a évidemment, qui va apporter une étoffe. On sent que ça apporte déjà une étoffe au bouquet, mais ça apporte également une étoffe, vous allez voir, surtout en dimension tactile du vin. Franchement, ce côté, ça me fait penser, pour ceux qui ont déjà goûté ça, la liqueur de citron de Jean-Marc Rouleau, ceux qui ont goûté ces citrons là qui viennent de Menton, ça ce caractère, cette signature très forte, bien non, là sans la liqueur et sans la douceur, hein, et sans l'alcool, mais franchement, ce nez, oh j'adore. Et ça plonge évidemment dans l'infusion vous savez, de ce que vous sentez vraiment dans les arbres, là, pour ceux qui sont allergiques un petit peu là. En ce moment, le tilleul, ça sent très très fort les arbres là. Et bien c'est exactement ça, je trouve, derrière la promesse agrumée et fraîchement chlorophyllienne du bouquet.
Je crache, hein, parce que sinon, je finis pas le live. Alors, pour ceux qui ont cette bouteille, 2 remarques très importantes. Première chose, on fait passer 14 degrés sans structure glycérolique très importante, donc pas de sucrosité. Pas trop de gras ni de largeur non plus, et pas quelque chose qui s'affaisse en bouche sur quelque chose qui évidemment pourrait paraître édulcoré. Là vous voyez, la bouteille que je bois, elle est au moins à 16 degrés, parce que depuis le temps que je parle, je l'ai ouvert avant, une petite heure avant, j'ai sorti une petite heure avant de l'Eurocave, puis on en a parlé, voilà, l'idée c'est que on puisse voir en fait, même à 14, 15, 16 degrés, même quand les vins réchauffent un peu, l'équilibre de ce vin. C'est là que vous allez voir aussi la qualité d'un grand vin, son extrait sec, la manière dont il se pose sur la langue et surtout la manière dont l'alcool cohabite avec tout ça. Et sur un vin qui est né avec une telle structure, et bien moi ce que j'admire dans les 2019, c'est la manière dont finalement tout ça passe avec tellement d'élégance, tellement de sel, ce caractère captivant en fait pour les papilles comme ça, qui vont tirer beaucoup la salive, ce message en fait qui va tirer beaucoup la salive, et finalement cette rétro-olfaction qui va nous amener comme ça sur le même message que l'olfactif, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de subtilité. Moi j'invite vraiment les fans de Vermentino à goûter cette bouteille, elle est à mon sens hors standard. J'avais goûté pas mal j'avais goûté Clarendon 2016 qui était aussi une très très belle réussite, mais qui n'était pas du tout sur un même degré de concentration. Là je pense qu'on a tapé très 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 haut dans l'offre évidemment du domaine. Et je salue évidemment la performance de cette propriété qui est, bon là encore montre évidemment son savoir-faire, mais surtout le niveau sensationnel du millésime. Enfin, on va terminer avec, avec une petite note qui est assez intéressante. C'est que ce genre d'équilibre-là qu'on a entre sel, amertume, suavité et la dimension intense la dimension intense de la chair, ben, en fait, c'est le genre d'équilibre que vous allez de plus en plus avoir au nord. Vous voyez, sur les chemins qui sont très mûrs, désolé pour cette petite notification, des chemins qui sont très mûrs, mais qui sont contrastés des fois par une très bonne acidité, mais en fait, on a tendance à plus trop reconnaître aujourd'hui par les derniers millésimes qu'on a connus, 18, 19, 20, le caractère méditerranéen de certains profils. Et il y a, je pense, dans ce 2019 en tout cas, une forme d'équilibre des régions qui se fait. On est en tout cas, on sait que c'est un grand millésime, on retrouve moins les cassures climatiques que l'on avait avant. C'est ce que je voulais souligner évidemment dans ça, puisque c'est... attendez, je vais mettre un petit do not disturb parce que là, ça n'arrête pas de sonner, je m'excuse 30 secondes. J'ai pas fait ça tout à l'heure, erreur de ma part, évidemment. Voilà, donc on renoue avec évidemment ici quelque chose de très fort, c'est-à-dire le fait qu'on arrive à faire mûrir en structure alcool modéré ou classique dans la région, et surtout avec cette concentration fabuleuse. C'est rare et c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné. Voilà, donc gros coup de cœur. Alors quoi marier avec? Évidemment, jouer la carte de la saisonnalité, tout ce qui est bien sûr fenouil, cru ou cuit, aller chercher évidemment les préparations marinées, le poulpe, moi j'adore ça, travailler par exemple carpaccio de poulpe avec un peu de fenouil cru et cuit, bonne huile d'olive, voilà, ça c'est vraiment le bonheur, c'est la Méditerranée qui frappe à la porte. Pensez au cédrat, pensez aux arômes évidemment des agrumes qui sont évidemment des tremplins aromatiques sensoriels superbes. Pensez aux poissons mais qui sont cuits, vous savez, dans des petits bouillons, dans des petites comme ça, ou juste rôtis au four avec des herbes. Ça c'est vraiment très chouette pour accompagner ce genre de plaisir. Moi j'aime beaucoup travailler également aussi les fromages corses avec ce genre de plaisir, donc tout ce qui est brin d'amour, aller travailler un petit peu les herbes du maquis, tout ce qui est un petit peu de thym, de romarin, des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment aussi d'évidence. Voilà. Mais surtout aussi, si vous voulez travailler un petit peu les miels frais, les petits contrastes comme ça sur certaines préparations, les fromages avec du miel frais, des choses comme ça fonctionnera très très bien évidemment avec ce genre de rôle. Si vous aimez les préparations assez aériennes, tout ce qui est mousse, un petit peu soufflé ou autre, c'est très intéressant, les belles quenelles et autres. J'aime beaucoup faire des mariages comme ça parce que d'un point de vue sensoriel, ça fonctionne. Et puis surtout si on apporte un petit peu, vous savez, une petite soupe de roche, une petite préparation avec de soupe de poisson, des choses comme ça peut être très très bien en lien. Ça fonctionne évidemment très fortement avec ce genre de blanc. Et qui surtout quand ils ont un petit peu d'âge, alors pensez à ça, hein. C'est le genre de bouteille qu'il faut acheter maintenant pour s'en régaler, pour comprendre un petit peu, mais c'est surtout des genres de bouteilles. Ça, c'est vraiment un truc que moi, personnellement, j'en mets 6 ou 12 dans ma cave et je ne les touche pas pendant 7, 8, 10 ans. Parce que c'est exactement la même courbe aromatique
de magie que proposent certains vieux Simone blancs, que certains vieux Belay ou certains vieux Ajaccio blancs, des choses comme ça. C'est là qu'on devient complètement dingue quand on les redécouvre à maturité, parce qu'on est beaucoup plus complexe, on est beaucoup plus, d'un point de vue charnel et concentré, au-delà de ce que les messages sont aujourd'hui livrés. Voilà pour cette cuvée, donc la Randon, vraie déclaration évidemment d'amour pour ce millésime particulièrement, et surtout pour ce millésime, enfin cette propriété qui à mon avis est en train de grimper de quelques étages encore par rapport à l'offre provençale, et on ne peut qu'en s'en réjouir. Troisième plaisir de ce coffret en route vers les étoiles, alors évidemment ça fait partie des domaines qu'on ne présente quasiment plus, mais là encore, on sort quasiment de la considération du savoir-faire, de la vision de l'homme, de ce qu'aime Stéphane de Renoncourt comme type de vin. Mais on va surtout parler de l'équation du millésime, parce qu'elle est tellement folle à Bordeaux que franchement, 2016, si vous n'avez pas suivi, c'est le genre de millésime comme 2010 ou 90, vous voyez ce que je veux dire? Genre de millésime qui concentre, qui mûrit, qui est haut en concentration, mais qui est frais à la fois. Et ça, c'est le genre de choses que pour les grands vins de longévité, j'adore. Alors il y a deux trois choses qu'il faut évidemment souligner, c'est que quand on compare les derniers millésimes du domaine de l'A de 2012 à aujourd'hui, on s'aperçoit de plusieurs choses. C'est qu'il y a une proportion beaucoup plus forte de Cabernet Franc dans les vins, ça c'est la première des choses, premier message. Et les Cabernet Franc sont là aujourd'hui pour éclaircir les messages un petit peu denses et concentrés des merlots qui sont d'abord, pour majorité dans des cas, et surtout dans la rive droite à Bordeaux, beaucoup trop denses et surmûrs. On est vraiment aujourd'hui obligé, par rapport à des millésimes précoces, de rééquilibrer un petit peu les 14,5, 15, voire 16 degrés que peuvent avoir les merlots. Ça, c'est vraiment devenu un vrai sujet. On pourra repenser bien sûr au Cabernet Franc, on pourra repenser bien sûr à d'autres cépages, peut-être même au Malbec qui était présent, rappelons-le, sur le plateau de Pomerol pendant pas mal de temps, bien avant le phylloxéra. Donc évidemment, ça sera des pistes de réflexion. Mais le Cabernet Franc occupe aujourd'hui une place intéressante et de plus en plus considérable dans l'offre des grands vins de Pomerol, dans les grands vins de Saint-Émilion, et bien entendu sur des propriétés comme ça où la proportion de Cabernet Franc augmente. Alors qu'est-ce que ça crée dans les vins? Ça poudre un petit peu les tanins, ça va rendre les vins un petit peu plus frais, ça va rapporter évidemment la dimension de fraîcheur supérieure et la dimension tactile aussi qui va changer un petit peu la donne, moins de sucrosité en sensation, beaucoup plus de rythme et de fraîcheur, mais aussi surtout, et c'est là que c'est plus important, des courbes d'évolution très différentes. Donc les Cabernet Francs vont rafraîchir un petit peu tous ces messages et rapporter évidemment des substances, des sensations, de la dimension tactile que n'ont pas les merlots évidemment dans la région. Alors tout ça n'enlève rien évidemment à la dimension terroir qui se greffe évidemment derrière tout ça. Mais 2016 est une année athlétique, elle a quand même fait des vins avec certains degrés. Si on compare par exemple au 2014, année où au domaine de l'A a augmenté la proportion de Cabernet Franc jusqu'à 40%, eh bien 2016 ou 2015 sont des années qui sont nées avec un peu plus de densité et de puissance charnelle, j'entends. Mais ce qui est vraiment beau dans le 2016, et c'est vraiment là qu'on s'aperçoit ce qui est entre bon, grand et très grand, des fois il y a du papier à cigarette. Et là, évidemment, quand on les compare, 14, 15, 16, 14, super classique, magnifique bouteille, mais ce qui est vraiment magnifique aujourd'hui, c'est 15 dans l'évolution un peu truffée de la bouteille, et 2016 pour l'immense potentiel. Et donc on voulait souligner évidemment cette bouteille pour ce qu'elle est, bien sûr en devenir. Elle est déjà, d'un point de vue sensoriel, absolument envoûtante, mais elle est surtout, c'est là que c'est le plus important, fabuleuse à voir venir dans quelques années dans le temps, parce que je pense que ça va faire une des bouteilles qui, voilà, peut-être un peu ce qu'on a goûté les domaines de la 2001, ou des choses comme ça, des bouteilles fabuleuses qui truffent aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment être comme ça plus tard. Alors, en parlant des domaines de la qui truffe, goûter aussi le 2015 qui commence à y aller comme ça. Alors, millésime choix athlétique, avec évidemment la vision des vins de Stéphane de Renoncourt. Vous savez, il aime les vins de texture, Stéphane. Il aime les vins de texture qui ont du volume, mais peu d'empreintes sur le bois, pas trop d'extraction, beaucoup de velouté de bouche, et surtout, en fait, on n'extrait plus aujourd'hui. On infuse plus qu'on extrait. Et ça, j'aime bien parce que ça laisse beaucoup plus de grâce tactile. On fait moins la course en fait à ce que ça a été. La course à la concentration maintenant elle est naturelle. Et donc dans ces messages, moi j'aime cette lecture là, vous avez le domaine de l'A, qui est rubis appuyé mais pas trop non plus. C'est pas plus extrait que ça. Ça se sent, en fait au nez, on sent que c'est de la douceur incarnée, qu'on a ce caractère très mûr et dense du raisin, mais pas du tout de surmaturité. On tombe pas dans le confit, on n'est pas dans le pruneau, on est sur la cerise noire juteuse, très intense, avec le petit couvert évidemment. C'est presque,
c'est presque des messages de fruits d'été quand on plonge dedans. Là, on monte dans le cerisier de Burla et on ne redescend pas, quoi. On est vraiment plongé là-dessus. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans ce millésime 2016, c'est son esthétique. C'est-à-dire, il est net, c'est précis, c'est pas dans la concentration trop athlétique. On sent pas que c'est un millésime si chaud que ça. On sent que c'est frais à la fois tout en étant mûr. Et ça, c'est intéressant. On sent que c'est pas un millésime qui a été fait qu'avec des petits raisins très concentrés. C'est autre chose. C'est entre mûr et grand, il y a autre chose. Il y a un univers, il y a un palier, et on sent que c'est suave. On sent que ça va être quelque chose de très édredon, très suave en termes de sensation. Vous noterez d'abord dans ce 2016 que pour un millésime relativement athlétique, qui a été, je pense, approché de manière des fois un petit peu ambitieuse niveau élevage, on n'a pas trop appuyé les toastés, il n'y a pas trop de marquage du bois, c'est pas quelque chose de trop ambitieux. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Ça fait partie évidemment des grands vins de Stéphane de Renoncourt. On n'est pas du tout dans cet univers où le bois occupe trop de la conversation. Ce que j'aime là, c'est que, en fait, c'est beaucoup de profondeur juteuse, fruitée, avec, vous allez voir en bouche aussi, une vraie profondeur tactile et un vrai prisme des terroirs pour certains de Coteaux du domaine de là, dans la Roche, évidemment, qui sont ici les argilo-calcaires, vous le savez. Alors, je mets qui que ce soit au défi de me dire que c'est un Côte de Castillon à l'aveugle, parce que ça, ce genre de sensation-là, vous l'avez sur des très grands terroirs de Saint-Émilion, avec une ambiance tactile magnifique, très charnelle, très suave. Vous voyez, ça vient comme ça dans l'onctuosité, mais c'est à la fois imprimé par le sel, c'est à la fois imprimé par le calcaire. Ça miroite de plein de petites sensations, les papilles elles sautent dans tous les sens comme ça. On sent le sel sur la langue. Ça, c'est vraiment la caractéristique de 2016 à mon sens, c'est que on est mûr, on n'a pas trop de sucrosité, mais on a quasiment la dimension saline sur le cœur de la langue. Et ça, dans les messages en tout cas de ce qu'est un grand millésime, dans ce qu'est un très grand millésime, et bien évidemment tout ça fait apparaître 2016 comme surtout cette cuvée du domaine de là, comme étant quelque chose de très singulier, puisqu'on l'a rarement en fait cette équation avec autant de paramètres comme ça réunis. On notera également le calibre des tanins, très doux, très suave, très fin. Voilà. Et donc c'est vraiment chouette. Ça fait partie de ces grands vins en tout cas que j'aurai beaucoup de plaisir à retrouver évidemment dans quelques années. Je pense que vous pourrez la boire avec beaucoup de plaisir, mais même dès cet été, vous la carafer un petit peu, mais allez la chercher avec beaucoup plus de magie dans le temps pour que ça soit évidemment encore un petit peu plus sympathique avec voilà, quelques années, 4, 5, 7 ans de plus. Les vieux millésimes du domaine de là, pour ceux qui ont l'audace en tout cas de les garder, moi je le fais. Je peux vous assurer que quand ça a 12, 15 ans, là c'est là que on commence à rigoler là. Et donc n'hésitez pas à, voilà, c'est des bouteilles qui restent accessibles entre guillemets, parce que à ce prix, donc à ce niveau de vin sur un grand terroir de Saint-Émilion, c'est déjà une fortune. Mais là, vous avez des vins qui sont relativement abordables. On est en dessous de 40 € pour ce domaine de là chez un caviste. Ça reste évidemment quelque chose d'assez remarquable et à souligner, bien entendu. Voilà pour ces trois coffrets, ce coffret En route vers les étoiles de chef-d'œuvre. J'espère qu'évidemment vous êtes ici, pour ceux qui nous rejoignent, au fait de ce que nous parlions, de découverte en blanc, un magnifique domaine de là en rouge et surtout beaucoup de plaisir. Troisième, je termine cette présentation, il me reste une vingtaine de minutes avec vous pour vous parler un petit peu des coffrets découvertes, des coffrets En route vers les étoiles rouges ou Absolument rouge de bouteille, c'est nos autres coffrets. Vous allez pouvoir évidemment dans le coffret découverte parler de cette cuvée dont je ne vais pas représenter évidemment. On a pu évidemment la faire découvrir à un maximum de personnes, son prix, son positionnement, sa qualité par rapport à son prix permet évidemment de le faire, ça c'est vraiment merveilleux. Donc chapeau évidemment à la famille Cap-Martin pour ce coup de génie. D'ailleurs qui signe également des très beaux Madirans. On a été assez bluffé par le Vieille Vigne 2017 en Madiran, très petit prix, très belle bouteille, très intéressant à suivre. Deuxième plaisir très intense et à suivre également sur le coffret découverte ce mois-ci, eh bien c'est évidemment cette cuvée de Gavotti, donc 2 blancs dans le coffret découverte, il y aura 2 rouges le mois prochain, ne vous inquiétez pas, je ne représente pas des bouteilles, mais aussi pour ceux qui voudront évidemment se projeter sur les coffrets de juillet, vous retrouverez également une cuvée magnifique qu'on avait présentée dans des coffrets de chef-d'œuvre au mois de mai, pardon, qui était cette cuvée Esprit Nature de Châteauneuf du Pape,
du Clos du Caillou qui est absolument bluffant d'infusion, de finesse, des grenaches vraiment très fines et qui seront évidemment à la promesse d'un plaisir estival fabuleux. Mais aussi on vous amènera dans le Douro pour vous faire découvrir une super cuvée, coup de cœur monstrueux, 2019 en plus. Le Douro, c'est pas que 2019, c'est pas que super chez nous, c'est super dans le Piémont, c'est super en Toscane, c'est super dans le Douro, c'est vraiment un millésime du feu de Dieu. D'ailleurs, on espère évidemment que 2022 sera à la hauteur de cette grande vendange. En tout cas, je vais revenir maintenant sur les coffrets Absolument Rouge, 3 bouteilles. Premier plaisir, cuvée de soif pure, elle porte très bien son nom, c'est Jour de soif de Pierre Gauthier, domaine du Bel-Air, tout le monde connaît évidemment Pierre Gauthier, puisque aujourd'hui c'est l'engouement monstrueux autour du Clos Nouveau, de ses plaisirs, de ses parcelles de Grandmont et bien entendu des autres cuvées. Mais c'est pas que ça, c'est bien sûr d'autres choses, c'est d'autres plaisirs en devenir. C'est c'est surtout ce genre de cuvées qui sont du Cabernet Franc, de soif, de plaisir spontané, avec ici beaucoup de magie. Vous aurez également dans ce coffret 3 bouteilles, ce domaine de là, et puis l'Esprit Nature, donc du Clos du Caillou, que je vous inviterai bien sûr à découvrir. Et puis pour ceux qui ont évidemment les coffrets de bouteilles, il y a un Bandol du Château Prado, propriété évidemment qu'on a présenté déjà dans un coffret. Prado, c'est la révélation sensorielle de ces derniers millésimes à partir de 2016, 2017, 2018. Là, c'est partie des domaines qui pour nous nous ont vraiment enthousiasmés par, on va dire, une évolution, pas une révolution, c'est une évolution stylistique des 20 grands vins de Prado, beaucoup plus de grâce tactile dans les tanins des Mourvèdres, beaucoup moins de puissance tannique et donc beaucoup plus de plaisir en avant. J'ai adoré les 2016, 2017, 2016 un peu piémontais quasiment dans le style, 2017 super bouteille qui va à mon avis nous raconter beaucoup de choses dans le temps. Donc très belle cuvée de Bandol qu'il fallait absolument avoir, et surtout le Madiran de Simon qui est ici, auteur également de très beaux Madirans. Alors évidemment un vin qui a, on pourrait penser que Madiran c'est Verrier double tour, gros tanin, vieille vigne, etc. En fait pas du tout. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment finalement l'appellation Madiran peut, un peu à l'instar de Cahors, pivoter un petit peu sur le prisme de ce qu'elle sait faire et proposer à différents étages de concentration de différentes cuvées des vins qui sont aussi très agréables dans la période estivale. Je terminerai avec le coffret Terroir de légende. Sur ce coffret, 2 bouteilles avec ici 2 plaisirs totalement différents. Le premier, un Clos Winzbull magnifique, une vendange tardive 2002 de Pinot Gris de chez Umbrecht, totalement renversante, absolument magnifique. Il faut absolument que vous goûtiez ça. 2002, immense année de Pinot Gris, vendange tardive incroyable, vin complètement minéralisé sur un des plus gros socles géologiques de chez Umbrecht. J'ai goûté ça au domaine il y a quelques semaines, je suis tombé à la renverse. C'est monstrueux à goûter absolument si vous voulez goûter un très grand vin à maturité posé par le temps, 2002. Et puis on aura un autre petit tour également sur l'Etna. Je voulais vous faire un petit clin d'œil bien sûr sur l'Etna avec un domaine qu'on avait présenté en 2013 chez Chef d'œuvre qui était Passo Picciaro, un domaine qu'on adore sur l'Etna. Avec ici la QVC Contrada, donc un parcellaire à 600 mètres d'altitude, du Nerello Mascalese de type bourguignon dans l'esprit, avec beaucoup de finesse, beaucoup de parfum, beaucoup de sensations. Évidemment, une promesse sensorielle très délicate, des tanins très poudrés, beaucoup de délicatesse en fait. Et dans cette lecture du Nerello Mascalese, ceux qui reçoivent ces coffrets terroirs de légende, vous montrez un petit peu dans les stratosphères de l'Etna, avec ces terroirs volcaniques qui poussent en sensation le Nerello Mascalese, avec ce côté fraise au sucre, vue balsamique, petite touche de fruits acidulés, origan, etc. Très beau. J'adore moi cette lecture évidemment de ces terroirs de l'Etna, avec évidemment, rappelons-le, des vignes qui sont parfois préphyloxériques, avec plein de choses à raconter sur l'Etna. C'est une vraie révolution ce qui se passe aujourd'hui en Sicile, et donc allez chercher un petit peu ces plaisirs si vous aussi vous aimez ces messages infusés, beaucoup de finesse, beaucoup de fraîcheur et surtout beaucoup de légèreté dans la dimension évidemment des parfums. Voilà pour ce live Instagram de Chef d'œuvre. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a présenté l'actualité du club, on a présenté les coffrets en route vers les étoiles, découvertes. On a présenté un petit peu tout ce que l'on sert chez Chef d'œuvre dans ces coffrets. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été évidemment pour nous en tout cas un vrai plaisir de partager ces coups de cœur avec vous sur ces lives. On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver plus régulièrement autour de soirées, autour de masterclass, autour de différents évidemment ateliers à venir, vous l'avez compris. Pour ceux qui ont rejoint ce live, je vous remercie d'avoir suivi en tout cas. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de soirée. Je vous souhaite un joyeux apéritif, une belle soirée et surtout un très bon début d'été. Voilà, à bientôt pour ce coffret, pour les prochains coffrets au mois de juillet bien entendu. Ciao.